Moi, je suis très sensible à ce ras-le-bol fiscal que je ressens de la part de nos concitoyens, qu'ils soient des ménages, des consommateurs, ou qu'ils soient des entreprises. Et ça, nous l'écoutons. Voilà, c'est le fameux ras-le-bol fiscal, celui qui revient en boomerang et qui pointe un malaise dans la communication. Mais d'où vient ce malaise? Pourquoi et à quel moment le gouvernement a-t-il péché dans ses explications et en a-t-il tiré des leçons en clarifiant ses messages? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les partisans de la pause et du ras-le-bol fiscal, avec nous 4 invités. Alain Bergougnoux, historien de la gauche et directeur de la revue du PS socialiste. Denis Pingot, spécialiste en communication politique et auteur de ce livre, hein, L'homme sans com, aux éditions du Seuil. Alors l'homme en question est celui qu'on voit en photo, hein, le président Hollande. Grégoire Bizot, journaliste à Libération, pour éclairer les coulisses de ses déclarations. Et enfin Dominique Minguenot, linguiste, pour commenter les nuances et les subtilités sur cette question des impôts devenus ultra sensibles pour les ménages, bien sûr, mais aussi pour les entreprises dont la fronde a fait reculer le gouvernement sur un projet de taxe, celle de l'EBE, la taxe de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire le résultat avant investissement, d'où la grogne justement, suivie d'une marche arrière annoncée à la radio par le ministre de l'économie. On l'écoute. Il n'y aura pas, dans le projet de loi de finances pour 2014, au final, cette taxe sur l'EBE-ENE. Elle n'aura pas lieu. Et donc, il faudra trouver les 2,5 milliards d'euros. Nous les trouverons autrement. Et ce que nous proposons, c'est qu'il y ait, et c'est d'ailleurs la demande aussi bien de la FEP que du MEDEF, une surtaxe temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Il y aura aussi, ce que le président de la République, François Hollande, a annoncé, des assises de la fiscalité des entreprises qui, dans les prochains mois, nous permettront toujours en concertation d'avoir une fiscalité plus intelligente. Voilà, alors une fiscalité plus intelligente. Alors est-ce une manière d'admettre que celle d'aujourd'hui ne l'est pas tant, qu'on s'y est mal pris? En tout cas, si le gouvernement avait suivi les conseils d'un certain candidat à la présidentielle, eh bien il aurait peut-être gagné du temps. On écoute ce candidat à la veille du premier tour. Nous avons besoin d'entreprises qui soient accompagnées. Nous changerons la fiscalité des entreprises. Les plus grosses paieront davantage d'impôts sur les sociétés. Les plus petites paieront moins. Chaque fois qu'une entreprise investira ses bénéfices, elle paiera moins d'impôts. Et chaque fois qu'elle distribuera à ses actionnaires, elle en paiera davantage. Voilà, alors on a l'impression que c'est un peu retour à la case départ, hein, que tout ça patine un peu, qu'il y avait des choses assez claires pendant la campagne, puis finalement on a fait le contraire, on revient en arrière, enfin bon, on va pas refaire hein, tout le détail du projet de loi de finances, surtout pas, mais est-ce que ça fait pas mauvais genre de redécouvrir comme ça, après 18 mois de pouvoir, ce qu'on a un peu dit soi-même pendant la campagne, Denis Pingot? On assiste sur la communication à propos de la fiscalité à une série de couacs qui sont très fâcheux et qui témoignent d'un très mauvais maniement de la communication. Une des règles de base de la communication, c'est quand on parle, quand on fait une annonce, c'est de commencer par s'interroger sur ce que pensent les gens du sujet à qui on va s'adresser. Que ce soit les entreprises ou que ce soit les ménages, quand on leur parle fiscalité, il faut commencer par s'interroger quelles sont leurs représentations, leur perception des choses. Alors, quand on parle des ménages et qu'on parle de pause fiscale... On va y revenir. On va y revenir, mais au moment où tout le monde reçoit des feuilles d'impôt qui augmentent, c'est fâcheux. Et quand on parle à des chefs d'entreprise et qu'on annonce des taxes supplémentaires, sans même avoir fait ce qu'aurait fait n'importe quelle marque ou n'importe quelle entreprise, qui est quand même, avant d'annoncer quelque chose, d'un nouveau produit, de faire quelques études, de regarder comment vont réagir les publics concernés, en l'occurrence les chefs d'entreprise, c'est très bizarre. Et donc on se retrouve dans une situation où, de nouveau cette année, comme l'année dernière, sur une initiative, en l'occurrence là, qui est la taxe sur l'excédent brut d'exploitation, mais l'année dernière, elle allait faire des pigeons. Oui, c'est un peu toujours le même scénario qui se reproduit. Hein. On est dans une situation où on a un gouvernement qui fait des annonces et qui donne le sentiment de reculer. Alors, de deux choses l'une. Soit il est incompétent, ce qui n'est pas mon point de vue, et donc on va écarter cette hypothèse. Soit il est compétent et en fait... c'est en quelque sorte des ballons d'essai qu'il fait probablement. Hein, il fait une annonce, sachant que quand le gouvernement fait une annonce, c'est l'Assemblée ensuite qui doit délibérer. Manifestement, ça passe pas, donc le gouvernement recule. En soi, moi, ça ne me choque pas qu'un gouvernement change d'avis sur une question fiscale. Ce qui est très malheureux, c'est que ça donne quand même un sentiment à l'opinion qu'on est face à des ministres ou un gouvernement qui font des va-et-vient, que tout ça est très cafouilleux,
et ça donne pas un sentiment de sérénité ou même d'autorité sur un sujet qui est quand même un sujet très sensible. D'accord, donc là, par exemple, on l'a vu cet exemple des entreprises, par exemple, pour vous, ce sont des ballons d'essai comme ça qui lancent, et puis bon, finalement non, pas le BE, mais une autre taxe qui posera les mêmes problèmes, etc., etc. Et alors, et puis avec quand même ce que dit Pierre Moscovici, hein, il faudra bien qu'on trouve telle somme. Donc finalement, si c'est pas sur cet impôt, ce sera sur un autre. Grégoire Bizot, selon vous, ce sont des ballons d'essai, effectivement, là, par exemple, sur cet exemple de... Juste avant de répondre, je voudrais revenir sur l'extrait que vous avez donné de François Hollande pendant sa campagne. Et il est quand même d'une cruauté absolue. Parce que s'il y a quand même un thème sur lequel il est en deçà de ses promesses, c'est bien sur le volet fiscal. Alors, je sais qu'ils ont aligné la fiscalité du capital sur celle du travail, ce qui n'est pas une petite affaire. Oui, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de le repasser, ça avait l'air très clair en tout cas. Là, il y avait trois réformes. Hein. Différencier l'impôt selon la taille des entreprises, le conditionner à l'investissement ou pas l'investissement, et une grande réforme fiscale pour donner l'impôt plus lisible, plus progressif en fusionnant l'impôt sur le revenu et la CSG. Ces trois, pour des raisons différentes, ces trois grands piliers de sa campagne ne vont pas se faire et ne se feront pas. Et je pense que derrière tout le problème de communication, de couac, de aller-retour, il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'il y avait une ambition, et que cette ambition a dû être complètement retricotée en cours de route. Donc ils n'ont pas beaucoup de cap, ils n'ont pas beaucoup de lisibilité sur ces questions-là, ils n'ont plus beaucoup d'ambition non plus. D'où l'impression, qui est même un peu plus qu'une impression, de court terme, de je tente un coup, je fais marche arrière, etc. Voilà, et puis on finit par redire il faudrait des grandes assises de la fiscalité pour réfléchir à une réforme qu'on avait proposée pendant la campagne. Une impression, alors vous dites aussi d'incohérence. Alors il y a un exemple, évidemment très très commenté, mais qui marque un peu, qui a marqué un peu toute la communication de cet automne et puis tous les commentaires qui ont pu être faits. Un exemple d'incohérence, c'est celui qui concerne bien sûr la fameuse pause fiscale. Alors tout commence, je le rappelle, par une phrase de François Hollande prononcée fin août lors d'une interview au Monde, je cite, grâce à l'engagement de substantielles économies, le temps est venu de faire plus tôt qu'il n'avait été prévu une pause fiscale. Alors dans l'interview, pas de date donnée, j'insiste là-dessus, mais le contexte est bien celui de la préparation du budget 2014. Du coup, bon, on peut penser que cette pause est pour 2014. Et quand, 15 jours plus tard, le Premier ministre précise qu'en fait, la pause ne sera effective qu'en 2015, c'est le fameux couac. Petit retour en image avec un sujet du jour. C'est une petite phrase qui fait grand bruit, celle de Jean-Marc Ayrault dans le journal Métro à propos d'une pause fiscale différée. Il s'agit en effet d'un ralentissement pour aller à une pause fiscale qui sera effective en 2015. Cette pause fiscale, François Hollande l'avait annoncée, lui, pour 2014. Et quand les deux têtes de l'exécutif ne disent pas la même chose, il revient à la porte-parole du gouvernement de jouer les équilibristes, ce qui fut fait à l'issue du Conseil des ministres. Alors la pause en 2014 ou en 2015 ? Jean-Marc Ayrault et François Hollande ont toujours eu la même perception et la même présentation de notre trajectoire des finances publiques. Je vous l'ai dit, une stabilisation programmée de longue date en 2015 et la possibilité qui nous est offerte grâce aux économies en dépenses importantes de commencer cette stabilisation dès 2014. Donc la stabilisation fiscale commence bien dès 2014 pour se confirmer en 2015. Voilà, alors dans cet art de mettre tout le monde d'accord, certains membres du gouvernement vont devenir assez difficiles à suivre. On a entendu Najat Vallaud-Belkacem, on écoute maintenant Marisol Touraine. Il y aura quasi-stabilité fiscale l'année prochaine. Quasi-stabilité, ça veut dire qu'il y aura augmentation. Mais ne serait-ce que pour pouvoir financer les retraites, cela a été dit. Le rétablissement des comptes de nos retraites passe au cours des années prochaines, jusqu'en 2020, par une légère augmentation des prélèvements. Voilà, là on a vu les bons élèves, enfin les bonnes élèves en l'occurrence. On écoute maintenant Laurent Fabius qui lui refuse ces contorsions et voilà ce que ça donne. Qui dit vrai entre les deux? Je pense que le point sur lequel ils sont d'accord, et moi aussi, c'est que les impôts, ils ont assez augmenté. Oui, mais ça s'arrête quand? L'augmentation Et c'est pas parce que je suis diplomate, mais je vous dirais le plus vite possible. Il y a Boulette. Il y a Boulette. C'est une manière de le dire, oui. Bon, il y a une autre question d'actualité. On dit... vous revenez sur la Boulette. Non, mais vous savez, moi, je ne suis pas de formation diplomate, mais j'apprends à la diplomatie. Il y a une marge de progression. Ouaf, ouaf. Alors, question d'abord aux linguistes après ce fameux couac là, donc voilà quelques temps forts. Que pensez-vous des explications des différents ministres qui clarifient quoi et qui embrouille?
Moi, je ne jugerai pas le fond, mais ce qui m'étonne... Oui, j'entends surtout pas. Non, mais bon, je m'accroche au mot, forcément. Et d'abord, une remarque intéressante, c'est que le mot « pause », je ne comprends pas qu'il l'ait choisi, car une pause, ça suppose une interruption dans un processus, donc ça va reprendre. Donc, on ne comprend pas très bien quel est le gain, du point de vue, disons, de la persuasion du contribuable, de se dire, de toute façon, un jour ou l'autre, ça va repartir. Oui, que ce soit en 2014 ou 2015, de toute façon, en 2016, ça repart. Quoi. Oui. Alors, deuxième point, il joue énormément sur la durée des processus. Parce que stabilisation, c'est un mot ambigu, ça peut signifier... Bon, hors temps, la stabilisation. Mais ça peut aussi être le processus de stabilisation. Et c'est ce que fait Belkacem. Elle dit, bon, le commencement de la stabilisation. Et donc, finalement, elle redynamise un mot qui, au départ, n'était, bon, stabilisation, c'était la stabilité en réalité. Mais cela dit, je serais plus indulgent peut-être que vous, parce qu'il me semble que tout le discours politique, c'est de la circonvolution. Simplement, ce qui se passe, c'est que s'agissant de chiffres, c'est-à-dire de dates, ou de quantité d'impôts prélevés, là, il y a une sorte de tension entre le discours politique, qui est un discours relativement, enfin, par essence flou, et évidemment des questions qui ne peuvent pas être, d'où des contorsions, alors comme quasi-stabilité, légère augmentation, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de différence, du point de vue de réel, entre une quasi-stabilité et à peine stable. Oui, justement, parce que ce qu'il y a, c'est que l'une comme l'autre, que ce soit Marisol Touraine ou Najat Vallaud-Belkacem, elles disent quand même que ça augmente en 2014, quoi. Oui, mais pour la langue, on peut une bouteille à moitié vide, c'est aussi une bouteille à moitié pleine. Oui. Le quasi-stable, ça peut être le à peine stable. Mais le tragique de cette affaire, c'est que si c'était juste qu'un problème d'ajustement 2014-2015, est-ce que les impôts vont augmenter, c'est pas très grave, ça serait un problème de communication politique. Le tragique, c'est qu'en 2014, et le gouvernement le sait très bien, il y a un effort historique qui va être demandé aux ménages. C'est-à-dire qu'on va mettre à contribution les ménages à hauteur d'une dizaine de milliards d'euros. Le partage entreprise-ménage va se faire en faveur des entreprises. Des entreprises et donc les ménages, effectivement, avec la TVA, avec plein d'autres choses. À la fois les mesures fiscales et la TVA. C'est un choix politique économique qui peut parfaitement s'assumer. Le problème, c'est qu'il n'est pas assumé, il n'est pas dit. C'est-à-dire, au-delà de la question pause fiscale par pause fiscale, le gouvernement sait que quand il dit pause fiscale, en réalité, les ménages vont être mis à contribution de manière historique. Donc il y a un décalage complet. Là, un décalage complet. Parce qu'on dit légère augmentation, c'est pas légère augmentation, c'est énorme augmentation. Et c'est là où c'est plus qu'un problème de communication, c'est un problème politique majeur. Mais alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est mais alors pourquoi font-ils ça? Parce qu'effectivement, et vous l'avez dit dès le départ, il y a un décalage entre la perception des gens, en plus au moment des feuilles d'impôt, etc. C'est plus qu'une perception. Ce que voient les gens, pas la perception. Enfin, l'évidence, c'est ce que voient les gens et cette communication. Pourquoi François Hollande choisit, d'ailleurs en plus ce mot pause, comme vous dites, qui est quand même pour le coup assez étrange, pourquoi avoir choisi de communiquer comme ça à ce moment-là où effectivement c'est pas qu'une impression, mais les impôts augmentent vraiment? Pourquoi font-ils ça? D'une part parce qu'ils ont une culture de la communication qui est une culture très technocratique. Alors quand ils parlent de pause fiscale... C'est quoi une culture technocratique? Ça veut dire qu'en gros, quand on parle de pause fiscale, et c'est là où il y a toute l'ambiguïté sur cette idée, c'est qu'au fond, c'est pas complètement faux si on raisonne sur une partie très synthétique de la fiscalité, comme par exemple l'impôt sur le revenu. C'est complètement faux si on raisonne sur l'ensemble des impôts, et notamment avec l'augmentation de la TVA qui va intervenir au 1er janvier. Alors, on parle de pause, mais on ne sait pas très bien de quoi on parle. Oui, et puis les cotisations retraite augmentent, et puis ça augmente, et puis donc la pause, elle concerne une partie. Donc c'est pour ça que pour les gens, pour la perception des gens, il y a quelque chose qui est invraisemblable, c'est qu'ils s'enferment donc dans ce raisonnement pause fiscale qui est incompréhensible et lisible, alors qu'il y a au moins un point sur lequel il pourrait communiquer, et sur lequel c'est vrai, c'est la plus grande justice fiscale. C'est-à-dire que l'extrait que vous donnez de François Hollande, il n'est pas appliqué intégralement, mais au fond, quand on additionne toutes les mesures fiscales... D'accord. Il devrait communiquer sur la justice. Il ne communique pas sur la seule chose qui est lisible et vraie, qui est le fait qu'il y a... Donc vous dites pour vous c'est une erreur de techno.
Alain Barouniou. Oui, deux remarques. Le Pourquoi mot pause, cette erreur? Oui, d'ailleurs, parce que alors là, on est dans un autre paradoxe, parce que le mot pause, il a une dimension historique dans l'histoire politique de ce pays et dans la gauche française. C'est le mot qui avait été utilisé par Léon Blum au moment du Front populaire, le mot qui avait été utilisé par Jacques Delors dès 1982 et qui avait été récusé par François Mitterrand en 82, avant le changement de politique de 83. Donc c'est bon, là on n'est pas vraiment dans un langage technocratique. C'est lesté d'histoire. Et lorsqu'on attendez, je termine. Oui. Non, mais il faut le mot pause a une histoire dans ce pays. Donc on ne peut pas considérer que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose au contraire de très ancien. Et quand on dit pause, on sait très bien que ça n'inaugure pas un changement, ensuite une augmentation. On va reprendre le chemin précédent. En fait, ça veut dire qu'on va changer et qu'on va de chemin. Et je crois que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on utilise le mot pause, l'électorat comprend que ça va être quand même quelque chose qui ne sera pas une reprise demain. Donc là, il y a quand même... Attendez, je termine juste... Oui, bien sûr, mais ça, chacun a son analyse. Moi, je suis historien, et donc je sais ce que veut dire le mot pause dans l'histoire de ce pays et dans l'histoire de la gauche française. Et ensuite, là, je suis d'accord qu'il y a une certaine incohérence, parce que tout ça, comme je l'ai dit, n'est pas venu d'une explication au départ, et on est obligé d'inventer l'explication au fur et à mesure. Et ça, c'est la grande difficulté. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et le paradoxe majeur que je vois, c'est que les éléments de croissance, les éléments de justice, les éléments de rétablissement des comptes, tout ça n'apparaît pas avec assez de force. Et là, ça pose le problème de la communication présidentielle qui veut préserver le pays et les contradictions de ce pays. Mais il y a un moment où il faut donner les axes, et je crois que ça viendra dans les mois qui viennent. Alors, ce que vous dites sur la pause, effectivement, vous dites ça renvoie à plein de choses. Le problème, c'est est-ce qu'on perçoit ce à quoi ça renvoie ou pas? C'est peut-être un peu ça tout le problème. Évidemment, votre explication est très intéressante, mais peut-être qu'elle n'a pas été perçue par tout le monde. Est-ce que vous pensez que justement, sur le choix de ce mot, ça a été réfléchi, pensé? Je voulais répondre à votre question. Pourquoi François Hollande fait ça? Oui, pourquoi, ça, c'est effectivement. Si je peux même si l'homme est très difficile à décrypter, je vais poser une petite hypothèse. Il a cranté deux décisions assez lourdes, qui est évidemment l'inversement de la courbe du chômage, et juste avant la reprise est là. Et là, il a refait un peu la même chose. Ces deux crantages, si je puis dire, ont la même fonction. Oui, c'est-à-dire qu'il avait annoncé pour dans un an la version de la courbe du chômage. Il annonce très en amont. En se mettant en risque politique, qui a une double fonction. Je sais où je vais, je fixe un cap, et surtout, je donne au pays l'impression qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Et là, il refait la même chose, si je puis dire. Il se remet dans une disposition psychologique et politique de dire, je vais leur dire que là, 2014 ou 2015, le problème, il va y avoir un inversement de la courbe des impôts. Et il se base, et là je reprends exactement l'analyse de Denis Pingot, il se base sur un élément très technocratique qui est les PO, les prélèvements obligatoires. C'est-à-dire tous les impôts au global que paye l'économie, prélevés sur l'économie française, vont quasiment se stabiliser en 2014. Ok ? Donc c'est ça son élément objectif. Là-dessus, il n'a pas complètement tort. Il va y avoir quasiment une pause. Mais le problème, c'est que, comme je le répète, c'est que dans ce prélèvement obligatoire global, il y a une disproportion entre ménages et entreprises. Bien sûr, c'est ce que vous disiez, du coup, ça ne correspond pas du tout à la perception. D'où l'espèce de décalage absolu. D'accord, donc en fait, il a voulu refaire le coup qui avait plutôt bien réussi de l'inversion de la courbe du chômage, où il a pu dire finalement j'avais eu raison avant tout le monde, où on a dit Paris risqué. Il a voulu le refaire aussi, effectivement, sur la croissance, où il a pu dire, vous voyez, j'avais raison, sauf que là, sur la pause, il a commis ce que vous disiez, une grosse erreur sur le timing, quoi. Absolument. Et il s'en rend compte aujourd'hui? Ce qu'on me dit à l'Élysée, c'est que c'est pas un couac. Ils ne considèrent pas ça comme une petite affaire, ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose et il en a vraiment conscience. Il s'est caché une vraie faute politique qui porte atteinte à la crédibilité. Et ça l'embête beaucoup. Une faute politique majeure de l'exécutif, de l'exécutif au global. Hollande articulé à héros, puisque c'est évidemment... Et ça, c'est un vrai sujet. C'est pas juste un petit sujet de communication. Et ils m'ont dit, plusieurs conseillers m'ont dit, c'est par exemple beaucoup plus grave, pense-t-il, ça va laisser plus de traces dans l'opinion que les valses du flot. Voilà. Ça, c'est des choses qui atteignent
la crédibilité de la parole politique, et ça les embête beaucoup. Parce qu'effectivement, alors je vais vous faire réagir, je passe juste 2 extraits d'abord de François Hollande, qui lui-même, parce qu'on a dit effectivement pause annoncée pour 2014, mais lui-même, la veille du jour où Jean-Marc Ayrault précise qu'en fait ce sera en 2015, lui-même avait été soumis à la même question sur TF1 et lui-même avait dû s'expliquer, on l'écoute. Est-ce que l'on peut parler de pause fiscale, François Hollande, quand les ménages vont payer 12 milliards d'euros de plus sous forme d'augmentation de la TVA, de baisse du plafond du quotient familial ou de hausse des cotisations retraite? Alors, essayons d'être le plus simple possible et le plus clair possible. 1, il y a eu des augmentations d'impôts depuis 2 ans, de la part de la majorité précédente, 30 milliards, de la part de la majorité actuelle, 30 milliards. 60 milliards sur les ménages et sur les entreprises. C'est beaucoup. Un taux de prélèvement obligatoire record, plus de 46%. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce déficit à réduire et parce qu'il y avait des dépenses nécessaires à assurer. Mais c'est beaucoup, donc ça devient trop. Voilà, c'est beaucoup, donc ça devient trop. La phrase que tout le monde a retenue. Mais même si on fait d'abord des économies, le président reconnaît quand même qu'il y aura des hausses conséquentes en 2014, notamment celle de la TVA. Quand j'ai été élu, en mai 2012, la TVA avait été portée par mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, par le gouvernement de François Fillon, à 21,2%. La TVA était à 21,2%. J'ai annulé cette augmentation, mais j'ai prévenu, j'ai dit, on l'annule parce qu'on ne veut pas peser sur la consommation des ménages. C'est 12 milliards qui devaient être prélevés ainsi. Donc on a annulé cette augmentation de la TVA et on l'a reportée au 1er janvier 2014, non plus à 21,2, mais à 20%. C'est déjà beaucoup pour le taux normal. Et on a relevé le taux intermédiaire de 7 à 10. Donc on avait prévenu, mais c'est moins que si ça avait été donc la décision précédente. Il n'empêche, c'est déjà 6 milliards qui vont être pris. Bon, alors, oui, une petite réaction, parce que moi, je voulais faire réagir aussi à ce qu'il dit là dans cet extrait, parce qu'on ne comprend pas grand-chose entre c'est ce que c'est beaucoup, c'est moins, c'est plus, c'est pas mal. Justement, donc, pour les téléspectateurs qui ont de la mémoire... Ou pour ceux qui n'en ont pas, vous allez les aider. Il y a une émission de nature différente, mais qui posait sur le même problème à l'automne 1983, entre François Mitterrand et Yves Mourouzi. Et François Mitterrand avait le même problème. Il avait dit en une seule phrase, les prélèvements obligatoires, c'est trop. Ils doivent baisser. Et puis c'est tout. Il n'était pas rentré dans les détails. Et je crois que ça, on a 2 différences qui expliquent un peu les difficultés actuelles que personne ne nie. C'est-à-dire un président de la République, il n'est pas là pour rentrer dans les détails. Et François Mitterrand avait donné la consigne, donc le gouvernement devait ensuite travailler pour faire baisser d'1 ou 2 points les prélèvements obligatoires. C'était une phrase. Donc on voit à partir d'un même problème 2 styles de communication, et c'est là que l'on s'aperçoit, ce que j'ai toujours pensé pour ma part, c'est que tant qu'on ne change pas d'institution dans la Ve République, la présidence ne peut pas être normale. D'accord, donc le problème c'est qu'en fait François Hollande, là par exemple, notamment dans cet extrait, rentre trop dans les détails, vous dites, et alors c'est vrai hein, qu'on perd un peu le sens du message quand on l'écoute, parce qu'alors c'est déjà beaucoup, mais en même temps c'est quand même pas mal, ça augmente moins que prévu, mais ça augmente quand même 6 milliards. Enfin, on ne sait plus quel est le message qu'il veut faire passer. Enfin, je sais ce que vous en avez retenu. Moi, ce qui me frappe, c'est la tension plutôt entre, disons, une voix ferme, assurée, j'ai dit, j'ai décidé, on va faire ceci, et des gestes, vous marquerez les gestes extrêmement précis, et puis un discours qui est très instable, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, vous avez remarqué effectivement c'est trop, c'est beaucoup, puis c'est trop, comme s'il y avait tout d'un coup la voix de quelqu'un d'autre qui disait, ah oui, mais attention, et puis alors... Oui, il hésite, on voit ses hésitations en direct, c'est vrai. La remarque à la fin, tout à fait remarquable, quand il dit que c'est quand même 6 milliards, c'est comme si quelqu'un d'autre, et là, il baisse la voix, et c'est comme si tout d'un coup, il y avait une sorte d'autres petites voix qui disaient, mais tu sais, fais attention, il y a les électeurs qui pensent que, etc. Et donc, il y a une contradiction, enfin une tension entre ce ton extrêmement sûr de lui, hein, et puis cette espèce de division interne du discours qui fait qu'il est instable. Et je pense que les auditeurs, hein, plus ou moins consciemment, perçoivent cette contradiction. Mais c'est vrai, alors nous on écoute beaucoup, on réécoute beaucoup les extraits, c'est vrai qu'on le réécoute et effectivement, plus on l'écoute, moins on comprend quel est le message qu'il veut. C'est un problème de fond dont il faut discuter, surtout qu'il y a des spécialistes de la communication. Mais on va le faire agir. La parole présidentielle ne peut être que généraliste. Ouais. Et si la parole présidentielle rentre dans les détails d'un dossier, évidemment, c'est ce que vous dites, ce
produit, c'est-à-dire qu'il y a forcément des tensions, il y a forcément des contradictions. Et il y a la petite voix qui dit, voilà, effectivement, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a quelqu'un à l'oreillette qui lui rappelle qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est pas mal. Vous en pensez quoi, Denis Pingot, cette tension? Je pense que la tension, elle vient principalement d'un problème qui est que le gouvernement veut communiquer sur la fiscalité à partir d'un présupposé, c'est que ce que dit le président, c'est trop. Et ça renvoie... Ça, c'est donc depuis l'été, hein, ras-le-bol fiscal. Ça renvoie à ce qu'a dit Pierre Moscovici sur le ras-le-bol fiscal. Bon, c'est un fait que personne n'aime payer beaucoup d'impôts, soit, mais est-ce que le sujet, c'est ça, au fond? Ou est-ce que le sujet, c'est comment un gouvernement, en utilisant l'arme de la fiscalité, et en essayant, dit-il, d'avoir des méthodes plus justes qu'autrefois, en termes de répartition de l'effort fiscal, comment il fait pour redresser les comptes du pays? Et on a un président qui devrait simplement donner cette ligne-là, c'est-à-dire dire je suis bien conscient que c'est beaucoup, certes, nous allons tout faire pour que ça diminue le plus vite possible, mais il faut redresser les comptes du pays, c'est ma responsabilité. Et ce que je fais, et ce que je vous dis, parce que la communication, au fond, c'est de rendre visible ce qui est vrai pour moi. Et ce qu'on fait. Ouais. Et ce qui est vrai, ce qui est indiscutable, c'est que dans ce méli-mélo de mesures incompréhensibles, quand le président en parle avec autant de détails, il y a une ligne de force qui reste vraie, c'est que grosso modo, la fiscalité, toutes choses confondues, est un peu plus juste aujourd'hui en termes de répartition de l'effort entre ceux qui ont le plus et ceux qui ont le moins qu'elle ne l'était avant. Ça au moins c'est vrai. Mais il n'a pas choisi de communiquer là-dessus, il a choisi de communiquer sur le c'est trop. Sur quelque chose qui est par ailleurs douteux du point de vue de référence historique de la gauche, c'est-à-dire que le ras-le-bol fiscal, c'est quand même des mots, une tonalité qui renvoie à certaines formations politiques qui ne se situent pas précisément à gauche, alors qu'on pensait quand même que la gauche était porteuse en gros d'une idée simple, c'est que la redistribution par la fiscalité, c'est quand même un des marqueurs fondamentaux de la solidarité. Alors justement, vous parlez des discours de gauche et puis des discours qui ne sont pas de gauche. Il faut dire que ce gouvernement n'est pas le premier à augmenter les impôts. Alors on a eu envie, comme ça, en petit contrepoint, de voir comment s'en était sorti 2 ans plus tôt François Fillon, un Premier ministre de Nicolas Sarkozy, donc de droite, lui, quand il avait dû faire un peu la même chose, augmenter les impôts. Voilà comment il avait décidé d'y répondre. Il faudra économiser un peu plus de 100 milliards d'euros. Il est impensable de le faire en augmentant exclusivement les impôts, comme le suggère l'opposition. Cela reviendrait à tripler l'impôt sur le revenu ou à doubler la TVA. Il n'y a donc pas d'autre solution pour réduire l'endettement que de réduire les dépenses et d'ajuster la fiscalité de façon ciblée. Ce que nous entreprenons aujourd'hui n'est pas une rupture. Ça n'est pas une rupture comme celle que la France a connue en 1983, lorsqu'elle est passée brutalement d'une politique laxiste à une politique d'austérité. C'est simplement une accélération des efforts que nous avons engagés depuis 2008. Entre 2011 et 2012, c'est un effort de 51 milliards d'euros que nous allons réaliser. Alors, c'est pas le président de la République, hein, c'est le Premier ministre. Nuance, effectivement, et on écoutera aussi d'ailleurs ce qu'a pu dire Jean-Marc Ayrault. Mais juste sur le message, la teneur du message, parce qu'effectivement, la question c'est sur quoi on communique. Lui, on voit clairement qu'il choisit de mettre l'accent sur les efforts, ce qu'avait fait aussi d'ailleurs en partie Nicolas Sarkozy à un moment. Est-ce que là, pour le coup, ça vous paraît être une communication plus habile, ou alors c'est juste une question d'adéquation, comme vous dites, entre une communication qui est adaptée à des politiques plus de droite et une communication qui est adaptée à des hommes politiques de gauche? Non, là, on a une communication de Premier ministre, mais qui est un peu dans le même travers que ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on a des alignements de chiffres. Alors, tout dépend à qui il s'adresse. S'il s'adresse à des publics très éclairés, on peut comprendre. Ouais, on comprend qu'il dit quand même que ça va faire mal, qu'il y a des efforts. Oui, c'est le mot qu'on retient. Voilà, mais ça fait partie, effectivement. On ne peut pas parler de fiscalité à des gens, à des Français, aux concitoyens, sans donner un sens à ce qu'est la fiscalité. Oui. Et puis il y a un problème, à mon sens, de fond, qui revient inlassablement quand on aborde les questions fiscales, c'est qu'on s'aperçoit que c'est totalement incompréhensible. C'est que le système fiscal français est d'une illisibilité complète. Je pense que c'est un problème démocratique fondamental, c'est-à-dire que je pense que toute l'intervention qu'il fait sur les impôts à TF1, François Hollande, je pense que 99% des Français ne comprennent absolument rien à ce qu'il raconte sur la décote, la désindexation, etc. Personne n'y comprend rien. Et quelque part, ça, je trouve que c'est une responsabilité de ce gouvernement de ne pas avoir pris en charge cette réforme fiscale, parce que je crois qu'il y a un enjeu
surtout dans ces périodes de crise, de démocratique fondamentale, de réconcilier les Français avec l'impôt et quelque part avec le bien public. Oui, mais alors là, qui lui retombe aussi un peu sur le coin de la figure. Alors on va passer à l'autre Premier ministre, parce que vous avez dit, effectivement, on a vu que du coup, comme c'est un sujet très compliqué, et François Fillon s'en sort peut-être pas mieux, mais en tout cas, il y a un mot qui ressort, c'est effort. Vous avez dit que pour la gauche, aujourd'hui, un bon thème de communication pourrait être la justice. Et alors, c'est intéressant de voir que Jean-Marc Ayrault avait un temps tenté de communiquer là-dessus. Alors, il le fait encore aujourd'hui en disant « j'assume les impôts », ce qu'il a dit aux journées parlementaires du PS. Et puis, il le disait aussi l'an dernier, en 2012. Mais visiblement, il avait eu un peu de mal à rester sur cette ligne. Je vous propose de réécouter un extrait. C'était donc Jean-Marc Ayrault en septembre 2012. J'ai dit, dès la première réponse à votre question, qu'il y aurait un effort à faire. En reprenant la demande d'un Français que je rencontrais ces jours-ci, qui me demandait « mais je veux que cet effort soit juste ». Il est juste, le choix fiscal que nous faisons. Le pouvoir d'achat des Français va probablement baisser. Avec Monsieur Langlais, j'ai regardé de près les mesures que, je le dis ce soir, à revenu constant. 9 Français sur 10, 9 contribuables français sur 10 ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité. Écoutez, d'après les chiffres qu'on a, non, vous me parlez de ça, ce qui a déjà été. Je parle des mesures qui vont être mises dans le budget 2013. Ces mesures-là auront un impact aussi en 2013. Oui, mais je suis prêt à m'en expliquer. Mais les mesures nouvelles, parce qu'on a tellement écrit que les mesures nouvelles allaient matraquer tout le monde, ces mesures nouvelles épargnent les classes moyennes et les classes populaires. Alors, il commence par justice, effort, bon, et puis après, il part sur ce chiffre, 9 Français sur 10 ne seront pas touchés, et puis visiblement, l'avenir lui a donné plutôt tort, et voire complètement tort. Et là déjà, première confrontation. Alain Bergogneau, un petit mot. Ça amène une remarque, parce que, en fait, Jean-Marc Ayrault n'avait pas tort, et dans son esprit... Et voilà, donc, mais je suis... voilà, parce que dans son esprit, il parlait des mesures nouvelles faites par le gouvernement, son gouvernement. Parce qu'une des réalités, on a vu François Fillon tout à l'heure, c'est que la plupart des impôts qui touchent les ménages et qui ont amené des centaines de milliers de Français à payer des impôts sur le revenu alors qu'ils n'en payaient pas, tout ça avait été engagé par cette mesure majeure du gouvernement Fillon, qui était la désindexation de l'impôt par rapport à l'inflation. Or, autre paradoxe, mais ce gouvernement, notamment dans le budget 2014, rétablit la réindexation, donc c'est une mesure tout à fait importante, mais il n'arrive pas à la populariser. Oui. Alors, vous avez dit oui, c'était vrai, 9 Français sur 10 pas touchés par les nouvelles mesures, mais le problème c'est qu'en 2013, il y a aussi eu l'impact des mesures plus anciennes. On avait discuté de cet épisode à un moment sur ce plateau, il y a quelques mois, pour ceux qui s'en souviennent, et certains proches de Jean-Marc Ayrault nous avaient expliqué que Jean-Marc Ayrault ne voulait pas citer ce chiffre des 9 Français sur 10, qu'on lui avait un peu poussé et qu'il l'avait beaucoup regretté en se disant, voilà, finalement, on est pris un peu en flagrant délit de mensonge, même si techniquement, c'est pas tout à fait un mensonge, parce que c'est pas tout à fait les nouvelles mesures, etc. Mais globalement, c'est complètement contre-empirique, non? Non, mais ça, c'est quand même un cas magnifique. Hein. C'est que le budget a été conçu et à Bercy et à l'Élysée, ils se sont aperçus que les mesures du budget 2013, donc, allaient toucher 9 Français sur 10. Magnifique. N'allait épargner 9 Français sur 10, il était concentré sur 10% des Français les plus aisés. Excusez-moi. C'est quand même un résultat technique, politique majeur. Hein, superbe. Par contre, donc évidemment, il pousse François Ayrault, Jean-Marc Ayrault, vas-y Jean-Marc, dis-le, fais la promotion, c'est quand même... là, il y a un ajustement de la politique fiscale majeur. Mais il y a une espèce de non-dit qui n'a pas été... C'est toujours un problème de communication. Quand il y a des non-dits non assumés, ils vous reviennent en boomerang. Ils vous reviennent en boomerang. C'est cette décision qui a été passée dans le collectif au début de l'été, qui était de pérenniser l'indexation de l'impôt sur les revenus. Ce qui allait faire rentrer de nouveaux foyers et de nouvelles familles. Oui, la non-indexation du barème, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne suit pas l'inflation, donc de nouvelles familles rentrent, et du coup, ça touche beaucoup plus que 9 Français sur 10. Et bien sûr. Et cette décision a été passée comme ça, un peu sous le tapis. Elle n'a jamais été ni assumée, ni expliquée, ce qui fait qu'il se retrouve dans une espèce d'impossibilité de communication sur ce 9 sur 10. Oui, donc du coup, ce 9 sur 10 est faux. Du coup, ce 9 sur 10, quand on le globalise, il est faux. Oui, mais c'est ce que vous disiez, c'est la vision techno encore. C'est un exemple parfait, là, d'une communication de caractère purement technocratique sur un sujet grand public. On découpe l'impôt en tranches, on regarde une tranche à la loupe. Au lieu de rester sur une ligne qui était de dire, en gros, nous avons pris des mesures qui
font progresser la justice fiscale. Ce qu'il dit, ce qu'il dit au départ, il s'enferme ensuite dans quelque chose qui devient incompréhensible. Et immédiatement, le soir même de l'émission, on a déparlé des actes. Sur Twitter, évidemment, le fact-checking a fonctionné à plat, les médias ont repris, et dès le lendemain, l'affaire était morte. Et Le Monde titre 3 jours plus tard, les Français, dans leur très grande majorité, paieront plus d'impôts en 2013. Et ils en ont pas. Ce qui est fou quand même, et frappant, c'est que ça c'était un an avant la fameuse pause fiscale, et on a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée. C'est la même erreur. C'est un peu quand même la grande interrogation qui nous laisse un peu tous pantois. C'est pourquoi, un an après une rentrée qui avait été très difficile, très compliquée politiquement, avec cette bourde de communication sur le budget, comment se fait-il que l'exécutif ne se mette pas en ordre de marche alors qu'un budget, s'il y a bien quelque chose de prévisible, c'est bien un budget. On sait que 4 mois à l'avance, il va y avoir un budget, que ça va être compliqué, ça va percuter avec les retraites, etc. Et alors pourquoi, selon vous? Pourquoi? Il y a une chose, souvent les choses les plus simples sont les plus vraies, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur ces questions-là d'unification de la parole. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un interlocuteur principal. C'est soit le ministre de l'économie et des finances, ou soit le Premier ministre. Mais pas le président. Et le président, lui, il donne la ligne générale. Et voilà, c'est ça qu'il faut respecter. Alors c'est peut-être un contre-exemple là qu'on va voir pour terminer l'émission, puisque le budget et les impôts, on ne se contente pas d'en parler au mois de septembre, octobre, novembre, au moment où on est dans le cœur du débat. On en parle un peu toute l'année, c'est peut-être un autre problème. Je vous propose de revenir sur un an de communication avec 2 acteurs, François Hollande et Pierre Moscovici. Ça commence début 2013 avec François Hollande. J'ai annoncé depuis la fin du mois de décembre dernier qu'il y aurait une augmentation de la TVA en 2014 pour financer le pacte de compétitivité, la baisse donc des 20 milliards sur la masse salariale des entreprises pour leur permettre d'embaucher. Donc ces 20 milliards, je dois trouver à les financer. Donc j'ai dit une partie en économie, une autre, ça sera l'augmentation de la TVA au taux supérieur, le taux intermédiaire et une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Pour que le pouvoir d'achat des Français ne soit pas affecté trop. Donc, j'ai déjà annoncé ça. Eh bien, pour 2014, en dehors de cette disposition pour les ménages, il n'y aura aucune autre augmentation d'impôts. On aime bien le pas affecté trop. Là, on a l'impression qu'on entend la petite voix dont vous parliez tout à l'heure. Mais sinon, le président affirme quand même qu'il n'augmentera que la TVA en 2014, mais quelques jours plus tard, déjà, petit bémol du ministre de l'économie. Deuxièmement, il y aura aussi, je le dis ici, des prélèvements qui viendront essentiellement des niches fiscales improductives sur lesquelles nous voulons récupérer des ressources. Donc, encore une fois, hausse très modique, mais encore une fois, je confirme ici, pas d'autres impôts en 2014 sur les ménages que l'augmentation annoncée déjà de la TVA. Voilà, pas d'autres impôts, mais viennent se glisser quand même quelques niches improductives dont on reparlera. Et puis en mai, lors de la conférence de presse du président, eh bien, on reparle à nouveau d'économie. Nous avons des économies à faire. Plus il y aura d'économies à faire, plus nous en réaliserons, moins nous demanderons de prélèvements aux Français. L'idéal serait de ne pas augmenter un taux de prélèvement sur les ménages dans l'année 2014. Voilà, l'idéal serait un idéal quelque peu nuancé le 14 juillet. Alors vous me parlez des impôts. Bien sûr que vous croyez que c'est agréable quand on arrive au pouvoir. Ça m'est arrivé donc l'année dernière de dire, vous savez, j'hérite d'une situation, il y a eu 600 milliards de dettes, il y a un déficit qui n'est pas comblé, il y a des créances qui sont posées sur nous et qui nous obligent. Alors oui, nous avons fait des économies et je ne ferai d'augmentation d'impôts que si elles sont absolument indispensables. Dans l'idéal, le moins possible. Et donc tout ce que je fais, tout ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est le plus d'économies possible. Voilà, de l'idéal à l'indispensable, un petit best-of des déclarations du président et de son ministre des Finances. Alors, question très simple, que pensez-vous de cette succession d'annonces, les uns et les autres? Peut-être Alain Bergogneau pour commencer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'important maintenant, ça c'est le passé. Et je pense qu'il n'y a pas eu assez d'unification de la parole, comme je le disais. Mais maintenant, ce qui est important, c'est le proche avenir. Donc il y a la loi de finances. Dans cette loi de finances, il y a beaucoup de choses qui peuvent être défendues
entendu et explicité, ce qui doit relever de la justice, de la croissance, de la préparation de l'avenir, donc la finalité des impôts, et donc qui doit être explicitée de ce point de vue. Donc maintenant, il faut tirer les leçons de cette période, de cette année, et je crois que c'est ça l'urgence. Ça rejoint ce que vous disiez. Oui, Grégoire Bizot. Je voulais juste prolonger ce qu'a dit M. Bergogneau sur le problème institutionnel. Il y a une autre difficulté qui vient s'ajouter, c'est que sur cette question, c'est que François Hollande adore les questions fiscales. Ça se voit, hein. Il adore ça. C'est un maniaque de ça. Il aime l'économie et encore plus les questions fiscales. Et donc, il est quelque part un président ministre de l'économie, voire ministre de la question fiscale. Enfin, ministre, mais qui change quand même, parce que le problème de ces discours-là qu'on entend, alors d'une part, il y a ce que vous disiez, effectivement, souvent la petite voix, la petite correction, on sent les hésitations en direct, et puis quelque part, on a l'impression qu'en fait, le discours évolue en permanence, qu'on déclare quelque chose de ferme et définitif au départ, et puis après, les niches improductives viennent se glisser, sauf que les niches improductives, ça fait quand même beaucoup de choses, qui augmentent beaucoup les impôts, notamment des familles. Et puis finalement, l'idéal serait, on a l'impression qu'il y a un glissement permanent et on ne sait plus à quoi se raccrocher, non? Il faut avoir un tout petit peu d'indulgence pour pouvoir... Non, mais il faut avoir un petit peu d'indulgence parce que c'est compliqué la situation économique. Bien sûr, donc il est assez normal qu'un gouvernement... Non, mais il est assez normal qu'un gouvernement tâtonne, avance, etc. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est la forme que prend tout d'un coup la communication sur ce sujet. Car évidemment, quand on additionne toutes ces séquences, on a un sentiment assez difficile, qui est de succession de choses qui sont à la fois incompréhensibles, parfois contradictoires, et dont on ne comprend pas très bien la ligne directrice. Et ça, c'est un problème, à mon avis, général de la communication du président de la République, c'est que, à vouloir trop être dans une communication d'explication de ces mesures, et là on voit bien qu'à chaque instant, à chaque moment, il tente d'expliquer et de justifier, avec parfois des changements de pied parce que la situation évolue et que donc le gouvernement est obligé d'adapter sa politique. Le problème, c'est de vouloir coller aux adaptations. Il s'enferme dans une explication d'explication, dans une communication d'explication, alors que, notamment sur la question des impôts, il devrait être dans une communication en cherchant beaucoup plus une relation et une empathie avec les Français sur un axe fort, sur quelque chose qui puisse au moins rassembler un peu les Français. Et l'idée, en gros, assez simple, qui est ceux qui ont le plus, ils vont payer un peu plus, et ceux qui ont le moins, ils vont payer moins, c'est assez simple à démontrer, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui au moins peut être entendu, même si on n'est pas content de payer des impôts. François Hollande veut jouer ce que vous dites au ministre des Finances, et du coup il rentre trop dans le détail, et du coup on a l'impression qu'il passe son temps à se contredire. D'accord. Il est dans une pure communication d'explication. Dominique Magonneau, sur la dynamique de ces discours, parce qu'on a effectivement les discours ont leur dynamique propre. Oui, mais enfin finalement c'est la même dynamique, c'est toujours en fait l'instabilité. C'est-à-dire que si je reviens sur cette histoire d'extraordinaire de ne soit pas affecté trop. Je vous signale, ça s'appelle typiquement oui, c'est le pouvoir d'achat ne soit pas affecté, une contradiction, parce qu'il n'est pas affecté trop. Et là, c'est typiquement un lapsus. Et on voit bien que là, il y a deux petites voix. Il y a la voix qui lui dit, attention, il ne faut pas dire de contre-vérité parce que toute la presse va me tomber dessus, mais il ne faut pas non plus décourager Billancourt, etc. Et donc ce trop contredit totalement, c'est ce que Lacanien dirait la voix de l'inconscient. C'est vraiment, tout d'un coup, ça surgit et ça déstabilise le discours. Mais ce que vous dites, c'est intéressant, ce sera peut-être aussi le mot de la fin sur effectivement ce non-choix qui est fait. Donc on a évoqué plusieurs problèmes, mais il y a aussi peut-être le fait, et c'est ce qu'on entend effectivement quand on écoute bien ce que dit François Hollande, le fait qu'il n'a pas choisi le message qu'il va envoyer. Vous avez dit sur la pause, il a voulu rassurer, voilà, se projeter comme ça quelques mois en avant pour dire ça va aller mieux et de la lumière au bout du tunnel, mais à chaque instant, on a l'impression qu'il se dit je veux dire la vérité, je veux pas être pris en flagrant délit de mensonge, mais en même temps, je veux avoir un discours rassurant et qu'il hésite. Et quand il parle, on a l'impression qu'il va à la télé, qu'il n'a pas choisi. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Pingot sur le problème de la communication d'explication. Je pense qu'il n'y a jamais un déficit d'explication. On n'explique jamais assez. Je pense que c'est un problème, par contre, de hauteur d'explication. C'est-à-dire qu'il descend beaucoup trop bas pour un président de la République. Il devrait rester à un niveau de principe, de sens, d'équilibre, de grande masse, etc. Là, en descendant à ce niveau... évidemment, on retombe dans le discours instable que vous avez parfaitement décrit. Mais sur le fait qu'il hésite aussi entre vérité et optimisme, on va dire. Il y a cette tension-là. Ça, c'est vrai. Oui, il y a cette tension-là. C'est une tension que connaissent tous les présidents de la République. Parce qu'il faut toujours ménager des contraires. Mais là, ça sent tellement. Est-ce que là, voilà. Mais l'art, c'est de le faire sentir le moins possible. Mais je pense qu'en descendant à ce niveau de technicité, vous le sentez d'autant plus. Si vous restez à un niveau un peu macro, de sens global, je pense que ça, on peut l'entendre que oui, j'ai de l'optimisme, exactement comme la version de la courbe du chômage. Il y a de l'optimisme, il y a du volontarisme, mais il y a aussi un cap politique. Et ça pourrait, je pense que c'est vraiment un problème d'altitude
et pas d'aptitude. D'accord. Optimisme et vérité peuvent cohabiter, mais à une certaine hauteur seulement, si je résume. D'accord. Bon, bah, écoutez, on verra quelles leçons seront tirées de tous ces conseils en communication, en tout cas qui nous ont permis de mieux comprendre ces discours sur la fiscalité. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Adam Doued qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés. Bon, bah ça va, c'était clair. Non, je suis pas sûr. Mais bon, on l'a vu cette émission de Mitterrand avec Mourouzi. Attention, là je suis obligé de te contredire. C'était 85. Ah, peut-être, celle-là, oui, pas 83. C'est pas l'automne Attention. 83, Ah, on vous prendra pas comme c'est au journal documentaliste, télévisé. hein, voilà.